Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post, messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue. L'armée congolaise a lancé des enquêtes suite aux échecs des opérations militaires contre les rebelles de l'AFC M23 depuis Bunagana jusqu'à maintenant. Après un échange avec le vice-premier ministre Jacquemain Shabani-Louko, le 20 août 2025, le parti Ensemble pour la République rejette les allégations liant Moïse Katumbi au M23. Nous allons faire le point dans l'actualité du jour. 11 personnes ont perdu la vie dans des éboulements des terres à Bunyakiri le 19 août 2025 suite à des fortes pluies selon la société civile locale que vous suivrez dans l'actualité du jour. C'est tout pour les sommaires de l'essentiel de l'actualité sur Kivu Morning Post. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas surtout de vous abonner. L'armée congolaise a lancé des enquêtes suite aux échecs des opérations militaires contre les rebelles de l'AFC M23 depuis Bunagana. Fiston Issemouami. Cette annonce figure dans une note de l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo du 29 juillet 2025, signée par le général Amici Kumba Gabriel, IG de FARDC. En exécution des documents cités et référents émanant du vice-premier ministre de la Défense en rapport avec l'enquête sur la débâcle des FARDC de Bunagana et à nos jours, je vous informe que les officiers dont la liste en annexe sont conviés aux séances de travail avec l'IG FARDC à son état-major, peut-on lire dans le communiqué. À cet effet, les invitations individuelles leur seront adressées au moment opportun. S'agissant de ceux qui sont en détention, l'IG et FARDC, en collaboration avec l'auditeur général des FARDC, effectuera des descentes dans différentes maisons carcérales, explique Amici Kumba. Selon l'inspection générale, au moins 41 officiers seront entendus. Parmi eux, Songisha Christian et le général Frank Tumba Baumunda, ex-chef de la maison militaire de Tshisekedi. Outre ces officiers, il y a le général Chico, Yav Ndaiwel, Icharigonza et le général Mbala Musenze. La mission de l'IG est annoncée alors que plusieurs officiers de l'armée ont été arrêtés, accusés des complots visant à renverser le chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'armée congolaise fait face depuis plus de 3 ans aux rebelles de l'AFC M23 qui occupent ces derniers jours une grande partie des provinces du Nord et du Sud Kivu, y compris les villes de Goma et Bukavu. Après un échange avec le vice-premier ministre Jacquemain Shabani-Louko ce 20 août 2025 sur les allégations liant Moïse Katumbi au mouvement rebelle de la FC 23 qui occupe la bonne partie de la province du Nord Kivu, le parti Ensemble pour la République a défendu son leader. Le parti a déclaré « Nous sommes un parti de paix et le président Moïse Katumbi est un homme de paix, rejetant ainsi les soupçons et réaffirmant son engagement en faveur de la paix. » Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une supposition, si. Alors nous disons, laissons-nous le temps de pouvoir vérifier toutes les choses. Parce qu'il peut être vrai qu'un rapport est circulé, mais la personne qui est mise en cause a un droit de réponse. La personne qui est mise en cause peut dire, écoutez, ça c'est tout simplement de blabla. Donc nous pensons qu'il y a lieu pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde que la partie qui accuse. Et que nous qui sommes accusés, nous ayons notre droit de réponse. Et là, c'est la personne qui est accusée qui peut nous clarifier. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes un parti de paix. Et le président Moïse Katumbi est un homme de paix. Et ça, c'est connu de l'ensemble du peuple congolais. Cette information, en bref, dans les sites Kivu, des violents affrontements ont opposé les Wazalendo à la coalition 23 AFC. C'est mercredi à Kalungu. Nous sommes dans le haut plateau du territoire d'Ouvira. Les Wazalendo alliés au FARDC affirment avoir attaqué les combattants de l'AFC 23 dirigé par le colonel Dabagaza.
Par l'autre chose, à présent, toujours dans la province du Sud Kivu, au moins 11 personnes ont perdu la vie dans des éboulements des terres le 19 août 2025 à Bunyakiri. Nous sommes dans les territoires des Calais. C'est la société civile locale. Une forte pluie s'est abattue sur Bunyakiri, causant d'importants dégâts matériels et humains. La société civile locale indique également qu'il y a plusieurs blessés, certains étant soignés au centre de santé Chiganda et à l'hôpital général de Bunyakiri. La société civile Vive Bunyakiri appelle les autorités à s'impliquer dans la réhabilitation de la R23 pour améliorer l'accès et surtout soutenir le développement local. Une forte pluie s'est abattue la nuit du 17 au 18 août 2025, étant à la base des éboulements et débordements des zones de rivières qui ont causé des conséquences humaines et matérielles dans le territoire de Calais, précisément dans la zone de santé de Bunyakiri, dans certains villages du groupement de Kalima, dans la chefferie de Buavu, le groupement de Lubengera et Munyanjiro dans la chefferie de Boulo, où le bilan provisoire serait de 11 morts, des blessés internés à l'hôpital général de Bunyakiri et plus de 154 maisons, parmi lesquelles des maisons emportées, détruites, inondées, y compris des salles de classe dans certaines écoles ainsi que les routes détruites. Tout en présentant encore une fois nos compassions aux familles des victimes touchées par ces événements malheureux, nous recommandons aux partenaires de mettre en place des équipes pour évaluer les dégâts sur terrain, envisager des assistances aux familles touchées, sans oublier les autres victimes des inondations, des incendies et des bombardements de la fois passée sur l'axe Iusi, Mwongoza, Nyabibwe, Mukwija, Nyamigisha, Kinyezire, Minova, Numbi, Ziralo, Mubuku et Kalonge, et demandons à la population de notre territoire de continuer à être prudente pendant cette période pluvieuse. La société civile Forces Vives de la République démocratique du Congo dénonce l'exploitation illégale de minerais congolais par des opérateurs étrangers, notamment chinois. Dans une déclaration du 19 août à Kinshasa, elle déplore le soutien des forces régulières aux opérateurs étrangers en violation de la loi interdisant la présence des forces armées sur les sites miniers. La société civile demande au gouvernement congolais d'utiliser son rapport pour assainir les secteurs miniers artisanaux dans l'Est et non comme instrument de répression. Elle appelle également à mener une enquête rigoureuse sur les activités minières des entreprises chinoises qui privent l'État de revenus et nuisent à l'environnement. Justement de la paix dans les zones affectées par une insécurité chronique en RDC. Toutefois, malgré ces intentions louables, les secteurs aurifères, pourtant stratégiques pour l'économie nationale, ne génèrent toujours pas les dividendes attendus. Nous encourageons les réformes initiées par le gouvernement de la RDC avec l'appui des partenaires techniques et financiers visant à lutter contre l'exploitation minière illégale. Ces efforts incluent la formation du secteur minier artisanal par l'agrément des coopératives, la création des zones d'exploitation artisanale ZEA qui sont viables, l'opérationnalisation des services techniques tels que le SAEMAP, la mise en place des mécanismes de traçabilité et la ratification des initiatives régionales CIRGEL et internationales OCDE. Nous dénonçons l'exploitation anarchique de l'or par certains opérateurs étrangers, notamment chinois, qui, sous couvert d'activités artisanales, utilisent des équipements industriels, étouffent les coopératives congolaises légales, détruisent massivement l'environnement et opèrent dans ces zones interdites en tout contrôle, y compris par le service étatique spécialisé. Fait troublant, ces opérateurs bénéficient parfois de la protection des forces régulières, des FARDC, PNC, en violation flagrante des dispositions légales
interdisant la présence militaire sur les sites miniers artisanaux. Cette situation révèle l'existence des réseaux d'exploitation illégale impliquant à la fois des acteurs étatiques et des groupes armés. L'or issu de ces circuits échappe totalement au contrôle légal. Ces statistiques sont inconnues au niveau national, mais apparaissent dans les rapports d'exportation des pays voisins servant de transit. À la lecture du rapport, plusieurs insuffisances majeures sont à relever. Le rapport ne couvre pas toutes les zones à grande production aurifère des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, tels que le territoire de Mambasa, principal producteur de l'or en Ituri, le territoire de Lubero, Walikale et Beni au Nord Kivu, le territoire de Shabunda et Mwenga en province du Sud Kivu. Aucune mention n'est faite des entreprises chinoises qui représentent environ 90% des grands exploitants et exportateurs miniers opérant sans respect du code minier. Le rapport omet la responsabilité de l'État dans l'entretien du circuit informel, notamment l'implication des militaires dans les sites miniers. Aucune évaluation du rôle et de la responsabilité de la MONUSCO présente dans la région depuis plus de 25 ans. Les rapports auraient fuité avec les noms des victimes et sources d'informations, sans pour autant tenir compte de la protection des victimes. Par ailleurs, les conclusions de ces rapports sont aujourd'hui utilisées de manière abusive, aggravant la précarité socio-économique, notamment en Ituri. Des opérateurs économiques sont victimes de tracasseries, d'arrestations arbitraires, d'extorsions et de poursuites, transformant le rapport en outil de répression plutôt qu'en levier d'assainissement. Face à ces constats, la Coordination nationale des forces vives recommande 1. À toutes les parties prenantes d'analyser le rapport avec objectivité et d'en tirer les implications nécessaires. 2. Au groupe d'experts de compléter le rapport par des recherches approfondies et impartiales couvrant l'ensemble des territoires de l'Ituri en mettant l'accent sur l'exploitation minière par les entreprises chinoises et sur les responsabilités de l'État. 3. Au gouvernement congolais d'utiliser ce rapport comme l'outil d'assainissement du secteur minier artisanal dans l'est du pays et non comme instrument de répression. De mener une enquête rigoureuse sur les activités minières des entreprises chinoises qui privent l'État de revenus substantiels et compromettent l'avenir des générations futures par la destruction de l'environnement. 4. Au Conseil de sécurité des Nations Unies d'évaluer l'impact réel de la présence de la MONUSCO sur la stabilisation de la région, sur l'activisme des groupes armés et sur l'exploitation minière illégale. Fait ça, 19 août 2025 pour la Coordination nationale des forces vives. Je vous remercie. La République démocratique du Congo participe à la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD qui s'ouvre ce 20 août 2025. Le thème principal est co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique. La première ministre Judith Suminwa Tuluka conduit la délégation congolaise. L'Afrique attend de la TICAD qu'elle canalise une croissance durable et inclusive. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Japon, Senda Lukumwena, revient ici sur les opportunités pour le pays. La TICAD est absolument une opportunité pour le Congo. Il faut peut-être retourner très rapidement dans la TICAD pour comprendre pourquoi c'est une grande opportunité pour le Congo. Il y a 30 ans, plus de 30 ans, c'est en 93 ans, ça c'est la 32e année qu'on a créé TICAD. Et c'est vraiment un point ou une plateforme, si vous voulez, active où se retrouvent les pays africains et le Japon pour discuter des questions de développement, comme le nom le dit. Et là,
il y a un élément extrêmement important qu'il faut retenir ici, parce qu'il s'agit d'un travail d'ensemble. Il y a la copropriété, si vous voulez, de TICAD entre l'Afrique, le Japon, le PNUD et la Banque mondiale, nos institutions aussi bien que la Commission de l'Union africaine. Voilà. Je vais leur dire simplement une petite chose. La TICAD, c'est la seule organisation, si vous voulez, le seul regroupement actif qui s'est créé après l'indépendance et qui n'a rien à faire avec la colonisation. C'est un premier élément pour ceux qui pensent la chose de cette manière. Et dans la TICAD, on ne parle pas ici d'aide en tant que telle, on parle plutôt d'un co-développement, d'une recherche, d'une co-recherche des solutions, en partant sur une base absolument intéressante ici, c'est plutôt la recherche de l'inclusion des connaissances locales au regard, plutôt au croisement des connaissances et des savoirs du monde. Ça, il y a une grande différence à ce niveau. Et en plus, il y a la copropriété ici, comme j'ai dit tout à l'heure, de TICAD. Ça, c'est un élément qui n'a rien à faire avec le Commonwealth, qui n'a rien à faire avec la francophonie. Le ministre de Mines de la République démocratique du Congo est à Yohama pour obtenir plus de financements et de technologies pour la République démocratique du Congo. Louis Kabamba a exprimé ses objectifs avant les débuts des travaux de la conférence en mettant l'accent sur l'importance de la chaîne de valeur dans la fabrication de batteries. Le Japon est un pays très avancé technologiquement et en tant que ministre des Mines, il est important d'être à ce rendez-vous parce que le secteur minier, qui en réalité commence par l'exploration avant tout, demande de plus en plus de la technologie. Et aujourd'hui, avec toutes les nouvelles méthodes modernes de télédétection, tout ce qu'il y a comme données satellitaires et géospatiales et autres, les Japonais ont une longueur d'avance là-dessus. Ils ont une plateforme qui peut à la fois intégrer toutes ces données-là, ainsi que les technologies d'intelligence artificielle, pour rendre l'exploration géologique plus potente chez nous au pays. Voilà donc pourquoi on est là. C'est pour sceller des partenariats, pour que nous puissions avoir un transfert de technologie et que finalement le pays en sorte gagnant, parce qu'on aura alors des géologues qui seront mieux équipés, qui pourront faire de la recherche avec des méthodes beaucoup plus modernes, plus puissantes, et découvrir finalement les gisements, parce que celui qui découvre les gisements aujourd'hui, c'est celui qui construit les mines demain et après-demain crée les richesses qui sont tant attendues par nos populations. Je ne sais pas répondre à leur place, mais je sais une chose. Nous avons encore beaucoup à faire chez nous pour pouvoir justement attirer ce genre de partenaires et d'investisseurs. Il n'y a pas de secret, Christian. Nous avons besoin de beaucoup travailler sur la bonne gouvernance chez nous, mais de l'ordre dans notre secteur, parce que ce sont les pays qui mettent la bonne gouvernance et qui ont une approche qui est bien structurée, qui finalement rassure et attire les investisseurs de haut calibre. Le travail est déjà en cours. Je m'inscris dans la continuité de ce que mon prédécesseur a fait. Ce travail pour remettre plus d'ordre dans le secteur minier, améliorer la gouvernance chez nous. Et je reste très confiant qu'ils viendront tous. Pas seulement à cause de la dotation minérale exceptionnelle que nous avons, mais à cause du sérieux qu'ils vont trouver chez nous. Christian, je crois qu'il faut regarder la chose dans sa globalité. Lorsqu'on regarde la réalité de notre pays, aujourd'hui, environ 5% seulement de notre territoire est exploré du point de vue géologique. Et environ 3% est exploité par des vrais exploitants industriels. Et donc nous parlons de moins de 10% de la dotation minérale de notre pays qui sont exploités. Les 90% sont là, vierges comme au premier jour. Et donc il y a la place pour tout le monde. Sincèrement, il y a la place pour tout le monde. Ça ne devrait pas être un problème. Les Chinois semblent avoir une longueur d'avance parce qu'ils avaient compris très vite les opportunités qu'il y avait. Ils ont apporté les capitaux et la technologie. Personne ne leur a déroulé le tapis rouge. Ils ont vu les opportunités, ils ont sauté dessus. Aujourd'hui, nous parlons avec les Américains. Ce serait une très bonne chose qu'ils viennent également nous rejoindre. Dans les coulisses de la TICAD 9, une conférence internationale initiée par le Japon, la première ministre de la RDC a discuté ce 20 août de l'insécurité dans l'Est avec les chefs de l'État angolais, genre Lorenzo. Ils ont abordé l'accord de Washington et les processus de paix à Doha. Des partenariats et des accords commerciaux également ont été évoqués lors de ces échanges.
J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Lorenzo, président de l'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine. J'ai eu l'opportunité de lui faire part d'un message de son homologue et frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous avons évidemment passé en revue la situation sécuritaire du pays, le processus de paix qui sont en cours aujourd'hui, non seulement l'accord de Washington, mais le processus de paix à Doha. Et nous avons eu aussi à échanger sur différents partenariats, accords commerciaux que nous avons déjà ou que nous sommes en train de finaliser avec l'Angola, notamment pour les questions des hydrocarbures. Là, l'accord a été fait et nous sommes en discussion sur d'autres secteurs tels que la pêche ou autres. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, a lancé le 19 août l'opération de paiement des indemnités aux personnes affectées par le projet de construction de rocade de Kinshasa. La cérémonie s'est tenue à Mitendi, un site symbolique où sera construit un échangeur à 3 niveaux reliant le rocade à la route nationale numéro 1. Le chèque symbolique va des mains du bailleur de fonds, le directeur général de la PCSC, à celle du représentant du gouvernement, le ministre des ITP, qui paye les personnes affectées par le projet à travers la territoriale et l'un de leurs représentants. Voilà la symbolique appliquée pour lancer officiellement ce paiement des personnes affectées par le projet de construction des rocades de Kinshasa. Lors de cette cérémonie qui a vécu ce 19 août à Mitendi, à la rencontre entre les deux rocades sud avec la route nationale numéro 1, deux prises de parole ont vécu. Oneige Nsele, ministre des Affaires foncières, a notamment salué le travail abattu par la commission interministérielle chargée de ces expropriations. Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, est ferme. Personne parmi les expropriés ne sera laissé pour compte. Tous seront bien payés et à la juste valeur de leurs biens estimés par la commission. C'est ici pour moi l'occasion de rassurer les personnes affectées par les projets concernés par la conversion des titres que le ministère des Infrastructures et Travaux Publics est pleinement disposé à les accompagner pour la réussite de ce projet historique. Sur terrain, certains des expropriés, conscients de l'urgence et de l'intérêt de ce projet, ont commencé déjà à casser par eux-mêmes leurs bâtisses. C'est le cas notamment dans la localité de Matumpu. Et c'est la fin de l'actualité du jour, messieurs, dames, sur Kivu Morning Post. Tous les jours, l'essentiel de l'actualité est à retrouver sur votre chaîne Kivu Morning Post, informé pour transformer.